Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S711 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 novembre 2023. Cette émission vous est présentée par Fujifilm avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Tristan Chou pour cette grande discussion au coin du feu. Alors pour commencer, nous allons nous pencher sur les qualités requises pour exercer ton métier, à savoir photographe outdoor. Jean-Clément Lelard, réalisateur, un des associés de la société Blue Max Media, nous explique pourquoi ton profil est si précieux lorsqu'il s'agit de réaliser des prises de vue pour le moins acrobatiques. On est une société de production audiovisuelle, donc on nous demande de proposer des photographes. Donc, on est amené souvent à proposer plusieurs profils de photographes, entre autres Tristan pour beaucoup de choses outdoor. Donc, ça peut être du ski, ça peut être du parapente, mais aussi pour du deux roues, voilà, de la moto, pour une marque en particulier. Ces compétences de l'outdoor l'ont aussi amené sur ce genre de tournage parce que faut savoir que lorsqu'il faut qu'on shoote de la moto, c'est souvent aussi en extérieur. Ça demande aussi, comme encore une fois, des compétences particulières parce que quand il faut se retrouver sur une moto, retourner à l'arrière à 110 km/h dans des cols pour pouvoir prendre des photos, c'est particulier et pas tout le monde peut le faire. Et lui, sait le faire. C'est vrai que finalement, quand on regarde tes images, c'est des images qui touchent évidemment les amateurs de photographie, les amateurs de photos de sport, mais pas que. Ça touche aussi le grand public. Et c'est vrai que souvent, on peut se dire, putain, mais c'est qui les gars qui font ce genre d'images totalement extraordinaires? Et comment on fait pour devenir le gars qui fait ces images-là? Comment on fait, Tristan, pour devenir photographe outdoor comme toi? Ah, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une façon de faire, il y en a plein. Moi, c'est vraiment des rencontres, c'est ma passion. C'est-à-dire que la passion pour les montagnes qui m'a attiré dans les Alpes. Et donc, j'aime bien les activités outdoor. Et donc, naturellement, c'est ce que j'ai commencé à photographier. Et puis, après, rencontres, projets, enthousiasme. J'adore shooter des trucs que j'ai pas l'habitude. Si tu shootes des domaines que tu connais, que tu maîtrises, tu vas être à 70%. Tu connais tes angles, tu connais ce qui marche, tu as l'expérience. Tu vas pas te pousser vraiment. Enfin, toute proportion gardée, bien sûr. Alors que si tu shootes une nouvelle discipline, là, tu es tout de suite beaucoup plus en dehors de ta zone de confort. Et en dehors de ta zone de confort, du coup, tu vas aller chercher, tu vas creuser, tu vas essayer d'autres choses. Et j'adore puiser dans une discipline pour aller la mettre dans une autre. Un truc tout bête, par exemple, moi, mon expertise sur la gestion de la lumière et puis sur beaucoup d'aspects techniques de la photographie, elle est venue de la photographie d'intérieur, d'hôtel, de chambre de luxe. Alors tu dis, waouh, c'est aux opposés de la photographie outdoor. Ouais, mais là, tu peux pas te permettre sur ce genre de photo d'avoir un flou artistique, d'émotion, etc. Là, il faut vraiment une perfection technique. Et je veux dire, cette perfection, en tout cas, ça m'a permis, j'allais dire, de mettre quelques outils dans mon sac que j'ai pu ressortir sur d'autres disciplines. Et j'adore faire ça, tu vois, d'aller puiser quelque chose dans un autre. J'ai vraiment ce sentiment qu'en fait, on est un architecte et que le meilleur outil qu'on a, c'est pas ton appareil, quelle que soit la fiche technique, c'est ton cerveau. Et comment tu vas aller puiser dans ton expérience, tes compétences, savoir réagir à ce qui est autour de toi pour aller prendre la bonne décision pour essayer de ramener le cliché, quoi. Comment tu la définirais, cette activité de photographe outdoor aujourd'hui? Qu'est-ce que ça brasse? Parce qu'en fait, on a l'impression que ça brasse plein d'univers différents. Alors complet. Alors il y a des gens qui sont ultra spécialisés. Tu as des photographes, par exemple, qui sont vraiment spécialisés dans le culinaire. Ça n'a rien à voir avec l'outdoor. Et il y a des photographes qui sont spécialisés dans les montres. Et il y a des photographes qui sont spécialisés dans l'outdoor. Bien sûr, c'est de la photographie, mais c'est vraiment des métiers qui sont complètement différents. Et j'allais dire, au sein de la photographie outdoor, il y a encore plein de sous-familles. Il y a des gens qui sont ultra spécialisés dans le vélo, d'autres plutôt dans le ski, etc. Alors, c'est ce que je vous disais juste avant. Moi, j'aime bien justement ne pas trop me spécialiser, même si j'ai cette étiquette outdoor, parce que j'adore justement passer d'une discipline à l'autre. J'ai horreur de la routine et je trouve que c'est super rafraîchissant de pouvoir shooter des trucs différents. Et puis, il y a des histoires de rencontres. C'est que mes photos, c'est toujours avec quelqu'un. Au minimum, on est deux. C'est-à-dire le sujet que je photographie et moi. Et ça arrive qu'on soit beaucoup plus que ça. Et j'adore ce travail d'équipe. Moi, en grandissant, en vieillissant, ça fait 18 ans que je suis pro maintenant, je me rends compte que ce que vraiment qui m'anime et que j'adore, c'est ces relations humaines, en fait. C'est ce travail d'équipe, de comment mettre en place toutes les énergies et d'optimiser, j'allais dire, l'enthousiasme de tout le monde pour arriver au résultat final.
Bon, évidemment, tu photographies beaucoup de sports extrêmes. Pour réussir à faire ces images, il faut comprendre le sport, il faut l'anticiper. Et est-ce qu'il faut le pratiquer? Est-ce que tu es adepte de tous les sports que tu photographies? Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, clairement, ce qui m'a amené là-dedans, c'est vraiment parce que moi, j'avais une passion pour la glisse. J'adorais le snowboard, j'adorais le ski, donc c'est ce que j'ai commencé à photographier. Et puis ensuite, je suis tombé fou amoureux du parapente, et donc logiquement, toutes les activités aériennes ont suivi. Donc évidemment, tu es toujours plus, j'allais dire fort, ou en tout cas plus à l'aise dans les domaines que tu maîtrises. Mais ceci dit, c'est encore une fois une question d'adaptabilité et d'expertise. C'est-à-dire que quand je shoote une discipline que j'ai pas l'habitude, moi, j'ai beaucoup d'échanges avec les athlètes, avec les gens avec qui je photographie, parce que c'est absolument capital pour moi que l'athlète valide l'image. Pas juste toi en disant «Oh, j'adore la lumière, j'adore la composition». Oui, mais si l'attitude au niveau sportif, elle n'est pas validée par l'athlète, ta photo, elle vaut rien. Et donc forcément, ça veut dire qu'il faut échanger beaucoup. Et dans ce que tu me disais, pour répondre à ta question, si c'est une discipline que je ne connais pas, que je ne pratique pas, bah, je vais évidemment faire un petit travail en amont pour regarder, pour m'inspirer, pour regarder des bons clichés, que je vais préparer dans une petite galerie, que je montrerai le jour J à l'athlète pour dire bon, alors qu'est-ce que tu trouves bien là-dedans, qu'est-ce qu'il y a, et puis discuter beaucoup avec lui, parce que c'est lui qui va m'illustrer aussi en disant tu vois, si à ce moment-là je tiens la planche comme ça et que je fais ça, bah, c'est là que ça rend le mieux et que ça valide le truc. Et après, à moi, avec mon expertise photographique, d'essayer de sublimer ça avec une belle lumière, un beau background, une belle lisibilité. C'est vraiment un travail d'équipe. Oui, ça suppose une certaine ouverture d'esprit, de ne pas être arrêté sur ses idées. Est-ce que ça veut dire aussi que si tu découvres une discipline, par exemple, tu la pratiques, tu vas l'envisager autrement d'un point de vue photographique, tu vas voir d'autres idées qui vont venir? Ouais, c'est vrai, tu parlais de 12 idées qui vont venir, ça c'est un métier créatif, donc c'est ça aussi qu'on cherche, c'est cette avalanche d'idées qu'il faut gérer. Il y a des idées qui sont faciles à mettre en œuvre et il y a des idées beaucoup plus complexes. Et ça dépend des projets. Si tu es sur un projet commercial, qui est quand même je veux dire, l'écrasante majorité de mes revenus vient de ces shoots commerciaux pour des marques, c'est pas du tout la même chose que ces shoots perso que j'adore faire aussi, où ça nous est arrivé d'avoir une semaine de réflexion, 2 jours de travaux pour essayer de réaliser la photo, puis des fois on n'y arrive pas. Mais c'est ce process finalement qui est un peu comme une drogue addictive, parce que c'est de la création, quoi. Et alors du coup, comment est-ce que tu définirais une image réussie, une image dont tu es satisfait? Et peut-être même, du coup, quel serait le plus beau compliment qu'on puisse te faire sur une photo? Ah, intéressant. S'il y a 2 choses, il y a effectivement je moi, je fais des photos, je pense pas pour avoir un feedback des gens qui me disent: «Ta photo est bonne». Bien sûr que ça fait très plaisir, hein, ça, il y a pas de débat, c'est hyper, enrichissant et valorisant d'avoir un feedback positif sur ton travail. Mais je pense que je vais surtout chercher, moi, cette excitation intellectuelle, ce process qui fait que, on résout des problèmes et au final, on arrive à plus ou moins à on arrive plus ou moins à réaliser l'image qu'on avait imaginée. Et des fois, c'est pas exactement ce que tu avais pensé. Donc, pour répondre à ce que tu dis, Benjamin, peut-être que ce que j'aime bien dans la photographie outdoor, c'est le fait que tu maîtrises jamais tout. Il faut forcément être adaptable, il faut forcément pouvoir ne pas être fermé, parce que peut-être que ton image magnifique, c'est pas celle que tu avais pensée. Et tu vois, j'ai quelques principes comme ça, et un des principes, c'est athlète motivé, il faut y aller. Si toi, tu le sens pas, que tu sens pas trop l'image, mais que le gars que tu photographies, lui, il est surmotivé, qui dit tiens, ça va bien rendre, faut le faire. Parce que par expérience, ça rend souvent bien. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que on pense un petit peu tout le contraire quand on voit tes images. On a l'impression que c'est la maîtrise qui va plutôt primer tu vois, sur le reste, et que l'athlète va attendre que toi, tu sois prêt avec tes flashs, etc., pour se lancer. Parce que les flashs font quand même partie intégrante de ton boulot. Et justement, l'utilisation des flashs, on va en parler. Toi, tu es quelqu'un qui hésite pas à monter de véritables studios à l'extérieur, en plein air et même en vol. Michael Régnier, président de ITW Wings, une marque de voile de parapente, fait appel à tes services et il se souvient d'une image prise en parapente au flash déporté qui a demandé beaucoup de patience. On l'écoute. On s'est rencontrés, d'une part parce qu'on était voisins, puis on était animés de la même passion qui était le parapente. Moi, j'avais déjà entendu parler de lui en tant que grand photographe, outdoor, et on s'est mis
à shooter ensemble. Comme notre histoire a commencé comme ça. On a élaboré des projets de photos un peu ambitieux qu'on a réussi. Notamment l'idée d'emmener un flash déporté en l'air en parapente. Moi, c'est vraiment une histoire qui nous a marqué. Sûrement une des photos les plus compliquées qu'on ait eu à faire. Ensemble, on a mis, je crois, 1 an et demi à réussir à sortir cette photo. Donc en fait, l'idée, c'était lui, il était accroché sous un parapente. On avait d'autres pilotes qui volaient en parapente autour. L'idée, c'était de prendre en photo ces pilotes-là et avoir un flash déporté qui, lui, était encore sous un autre parapente. Tout ça au coucher de soleil, donc ça nous laissait un seul essai par jour. Ça nécessitait du monde pour la préparation et pour tout ça. C'était une équipe de 10 personnes qui était mobilisée quasiment tous les soirs où ça pouvait voler. Et on a réussi à sortir cette photo. C'était de mémoire en 2016, au bout d'1 an et demi d'essai. Voilà, puis Tristan, après, en tant que photographe, c'est vraiment quelqu'un qui a son petit truc en plus, sa signature. Et il est vraiment perfectionniste et il veut vraiment toujours la lumière parfaite, l'angle parfait. Mais c'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler avec lui, c'est que on s'ennuie jamais, il y a tout le temps des nouveaux projets. Et puis du coup, maintenant, vu qu'on travaille ensemble, moi je fais appel à lui pour les photos de communication pour ma marque de parapente. Et donc du coup, je l'emmène avec moi sur des voyages. L'année dernière, on a pu se faire un bon périple. Alors là, c'était en paramoteur, pas en parapente. On est parti 3 semaines, on s'est fait tout l'ouest américain, où là, on a ramené des photos, monuments de vallée, tous les grands parcs américains, shootés avec Tristan Chou derrière l'objectif, et le rendu est grandiose. Bon, quand on l'entend, on n'a clairement pas tous la même vie. Tristan, 1 an et demi pour arriver à faire une seule image. Tu te rappelles un peu de cette photo que tu as réussi à faire en 2016 ? Alors, je me rappelle très bien, c'était vraiment un process de fou. Mais je me rappelle pas d'1 an et demi, tu vois, c'est avec le temps. Un côté un peu marseillais. 2 ans. C'était, ouais, entre la genèse de l'idée et la réalisation de l'image, oui, c'est peut-être passé autant de temps, mais on n'a pas fait 1 an et demi d'essai, même si effectivement il a fallu plein d'essais, etc. Parce que j'ai fait une photo qui était encore plus compliquée que ça avec Mika. On a fait vraiment beaucoup de choses. Tu vois, tu as des partenaires comme ça, des gens avec qui ça match, qui ont la même énergie que toi. Et j'adore, moi, quand un projet m'échappe. Et là, typiquement, c'était un projet qui m'avait échappé. Cette idée un peu folle, parce qu'à l'époque, ça n'avait pas été fait, de flasher un parapente en l'air. Et comme disait Mika, il a fallu mettre pas mal de compétences et de gens sur cette histoire, parce que il fallait monter, il fallait vraiment, alors il fallait qu'il y ait la belle lumière, parce qu'on mettait tellement d'efforts qu'on shootait au coucher de soleil. Essaye de nous la décrire un peu, cette image, qu'on s'imagine un peu la folie de la prise de vue. Accrochez-vous alors, parce que on y est peut-être pour un moment. Je vais essayer de faire court. En fait, l'idée, on avait donc ce background. Moi, j'habite à Annecy, au bord du lac, qui est un des hauts lieux mondiaux du parapente. C'est pour ça d'ailleurs que je suis tombé dans le parapente, c'est un habitant là-bas. Et on a ce lac à nos pieds qui est vraiment une vue extraordinaire, et le lac, il est en forme de S. Et nous, photographes, on adore les S parce que ça fait des lignes directrices fantastiques. Et donc, on a ce background, on a cet endroit qui vraiment fait l'écrin déjà pour la belle photo de paysage, même sans mettre le parapente. Et dans l'idée, c'est qu'on voulait mettre un parapente dedans, et pas juste un parapente qui vole tout droit. On voulait mettre un parapente en train de faire une manœuvre. Et en discutant avec les pilotes, ce que je vous disais tout à l'heure, on échangeait, on disait, OK, quelle est la figure en parapente qui pourrait être la plus emblématique pour nous volants, et qui soit aussi, qui rendrait bien photographiquement. Et on est arrivé sur l'idée que c'était un décrochage qui nous allait bien. Alors, décrochage, c'est une action où en fait, tu viens tellement freiner ta voile, et si tu le fais de manière dynamique, elle part vraiment en arrière. C'est-à-dire que ça se décroche complètement, elle devient chiffon, et tu tombes un peu en arrière. C'est une manœuvre de vol qui a l'air un peu extrême comme ça, mais qui finalement, quand tu pratiques, est aussi ta position reset. Si vraiment tu as un problème, tu as un incident, c'est la manœuvre à faire pour remettre ton parapente à zéro. Mais c'est quand même une manœuvre un peu engagée, parce que ça peut mal se passer, donc il faut vraiment le faire avec des gens qui maîtrisent. Et là, en l'occurrence, il fallait, pour que la photo marche, qu'on décolle en biplace. C'était en biplace avec 2 personnes en des vols tandem, parce qu'on avait essayé en solo, c'était absolument gérable. Et donc, le premier biplace, il emmène le photographe. Le deuxième biplace, il emmène le gars qui tient le flash. Et ensuite, il nous faut
un ou plusieurs pilotes, idéalement plusieurs, parce que le moment pour faire la photo est vraiment très 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 court, pour servir de modèle. Et quand je dis qu'il est très court, c'est que le parapente pour décoller au coucher du soleil, c'est souvent pas un bon moment, parce que c'est le moment où en fait il y a une activité kabatique, ça veut dire que le vent, au lieu de monter, se met à redescendre de la montagne, et donc du coup tu l'as dans ton dos, ce qui complique complètement le process de décollage. Pour que la photo elle marche, il faut qu'on soit tous en l'air au même moment. Parce que le vol, à ce moment-là de la journée, il dure que 5 minutes. Allez, 7 minutes. Et s'il y a un de nous qui rate le décollage, la photo est morte. Donc il faut qu'absolument tout le monde décolle en même temps, avec dans un process un peu plus compliqué, on se cale très vite en l'air, et puis qu'ensuite on arrive à réaliser la figure au bon endroit pour que ça rentre bien, que le flash ait la bonne puissance, etc. D'où la complexité que Mika évoquait. Et il nous a fallu pas mal d'essais. Mais ce que j'ai adoré quand je vous disais que le projet m'a échappé, c'est que au final, j'étais fatigué parfois, j'avais pas envie. Bah non, il y avait cette espèce de groupe qui s'était créé, cet enthousiasme pour essayer d'aller faire cette image. Et alors c'est ce soir, on monte, un tel a prévu la navette, parce qu'il faut aussi des moyens logistiques pour tout ça. Et quand je vous dis que j'adorais ça, c'est que je me retrouvais dans la navette, plutôt entraîné par l'énergie du groupe que moi qui portais le projet sur mes épaules. Et ça, j'adore ces moments-là où le projet m'échappe, quoi. Bon. Du coup, le flash, on le comprend, c'est un peu ta signature. Alors évidemment, c'est un subtil mélange entre la lumière naturelle et la lumière artificielle du flash que tu utilises. C'est quoi comme type de modèle de flash que tu prends en l'air et pas que? Alors, les flashs, oui, complètement, j'adore ça, j'adore jouer avec la lumière, mais pas que. Je fais quand même aussi énormément de photos en lumière naturelle. Je fais pas du flash pour faire du flash, je fais du flash pour avoir une belle lumière. Pour répondre à ta question, quand tu shootes en plein air dehors, t'as jamais assez de puissance avec un flash. Donc je prends des gros flashs. Moi, je suis partenaire avec cette marque de flash qui s'appelle Elinchrome. Et l'histoire de mon partenariat, ça vient de là. Ça vient des essais de cette photo qu'on décrivait ensemble. Où à l'époque, j'étais pas du tout ambassadeur pour eux, mais j'utilisais un de leurs flashs. Et puis, ils ont vu cette image sur les réseaux. On s'est rencontrés, ça a été tout de suite une super histoire humaine, et puis comme j'utilisais leurs produits, bah, naturellement, il y avait un partenariat qui s'est fait. Et je me rappelle très bien de tout temps quand j'ai discuté avec eux, j'ai dit mais faites-moi des flashs plus gros, plus puissants, on n'a jamais assez de puissance. Et ça les fait marrer parce que c'est pas le marché, si tu veux. Là, c'est vraiment une utilisation extrêmement spécifique du truc, quoi. Ouais, c'est pas le marché du tout, tu vas même à rebours du marché parce qu'en plus, les boîtiers ont tendance à vraiment s'améliorer à la fois dans les hautes lumières, enfin, quand il y a moins de lumière plutôt, donc en haut ISO. Les logiciels aussi de retouche permettent de récupérer pas mal de détails. Donc, est-ce que ta manière d'utiliser le flash a évolué par rapport à ça? Est-ce que ça veut dire que tu vas le doser différemment ou tu vas peut-être moins l'utiliser aussi? Complètement. C'est-à-dire que je trouve ça super intéressant parce que vous me parlez de mon travail et ce qui vous a marqué évidemment, c'est le flash. Mais je pense qu'il y a quantité de photos que vous croyez flasher qui ne le sont pas. C'est-à-dire que moi, une bonne photo, c'est pas une photo où vous arrivez à voir la retouche, où vous arrivez à voir le flash, où vous arrivez à voir la lumière, c'est juste une bonne photo parce qu'elle vous plaît. Et donc, on est spoilé par les making-of aussi, hein. On va en parler, mais il y a beaucoup de making-of sur ton boulot. On te voit justement, et c'est génial, disposer des flashs dans des crevasses, dans des endroits assez improbables où il faut des mecs qui connaissent bien. On va y revenir sur tout ça. Donc, on est peut-être un petit peu biaisé par ça. Exactement, mais ça me plaît quelque part parce que du coup, vous m'avez associé à systématiquement je flash. Ce qui n'est pas le cas, je veux dire, de moins en moins peut-être. Encore une fois, c'est créer une bonne image. Est-ce que ça implique un flash? Oui, non. Ça fait partie des différentes choses que j'ai triquées. Mais c'est vraiment pas automatiquement, il y a un flash dans mon kit. Et puis, parce qu'aussi, ça demande une logistique, comme tu dis, qui est vraiment extrêmement complexe. Et c'est quand même toujours un flow. Il n'y a jamais rien d'arrêté, tu vois, ça dépend des projets. C'est l'image, l'idée qui prime. Est-ce qu'il y aura un flash dedans? Peut-être. Est-ce que le flash doit être visible? Bah, de moins en moins. Tu vois, on parlait des photographes inspirants, et ce qui m'a toujours inspiré, c'est le discours de tous ces photographes établis depuis longtemps qui passent une vie à affiner leurs pattes et leur style, et plus c'est subtil, mieux c'est. Et c'est vraiment un process que je retrouve dans l'évolution de beaucoup de confrères. On a des styles peut-être un peu trop marqués au début, on pousse un peu trop les curseurs, et en vieillissant, tu deviens de plus en plus subtil. Et moi, j'aime bien quand les gens me parlent en disant c'est une bonne image, pas en me disant je vois que tu as mis un flash là, que tu as fait ci, etc. Parce que ça veut dire que j'ai pas fait le truc comme il fallait. Parce que l'idée, c'est juste tu aimes l'image, pas tu vas étudier la technique.
Il y a un domaine dans lequel il y a énormément d'évolution sur ces dernières années qui peut être très utile, j'imagine, pour faire des photos de l'extrême outdoor comme tu fais. Alors, soit pour t'aider dans un éventuel éclairage au flac, soit même au niveau de la prise de vue. Je repense à ton histoire de parapente avec plein de pilotes, plein de machins, plein de trucs. T'as jamais été tenté par le drone? Oh si, clairement, là ça fait partie des outils. C'est un métier qui est en constante évolution, la photographie. Il y a des révolutions techniques ou technologiques tout le temps. Le drone, c'en est une, et complètement. C'est-à-dire que ça permet d'accéder à des points de vue qu'on n'aurait pas sinon. Moi, perso, je préfère y être. C'est-à-dire que j'ai cette appétence pour être en l'air. Donc j'aime bien voler, j'ai pas de problème à être suspendu sous un parapente en marche arrière. Vraiment, c'est un élément dans lequel je suis à l'aise. Donc je préfère être moi derrière le viseur que d'avoir un drone qui y va. Mais ça n'empêche pas que je l'utilise quand même, bien sûr. Et puis, c'est pas non plus la même utilisation. Un drone, il va être limité à 500 mètres sol. Si on fait des photos en parapente, en paramoteur avec Mika, des fois on part pendant 2h30 et on va être à 3500 mètres sol. Là, tu peux pas mettre un drone, là on est quoi. Oui, surtout que toi, t'aimes bien être au plus près de l'action. On le voit sur justement les making-of. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'il y a dans ton sac photo quand tu pars en shooting, tout simplement, ou tiens, pour aller réaliser cette image en l'air d'un parapente en train de décrocher? Alors le sac photo, effectivement, il est complètement variable et il est adapté aux problématiques de shooting. Là, pour cette image-là, il y a juste un boîtier et une optique, parce que je peux pas prendre le sac. Donc là, en l'occurrence, c'était un grand angle avec un boîtier plein format et la télécommande du flash. J'allais dire, quand je sais pas trop, j'aurais tendance à favoriser des optiques fixes, parce qu'une optique fixe, ça t'oblige à marcher, ça t'oblige à bouger. Et donc tes images, elles sont meilleures. Elles sont pas meilleures parce que le fixe est meilleur. Alors oui, ça l'est. C'est souvent un optique fixe, c'est souvent un peu moins cher qu'un zoom. Et puis c'est souvent dans les tests comparatifs, etc. Machin, on s'aperçoit que c'est un peu meilleur. Mais c'est pas vraiment ça pour moi la quintessence même de pourquoi j'aurais dit utiliser un objectif fixe plutôt qu'un zoom. C'est simplement que le fixe, t'as pas le choix. Tu vas être obligé de marcher pour avoir ton cadrage. Et à partir du moment où tu marches et tu te déplaces, t'améliores tes photos. C'est un truc tout bête, mais dans 90% des cas, quand tu arrives, tu dis « Ah, elle est là mon angle, elle est là ma photo », si tu as le temps, si tu as l'énergie et la volonté de marcher autour de ta scène et de truc, tu trouveras un angle qui est meilleur. Et bah typiquement, si tu as un objectif fixe, il va t'obliger à marcher. Et donc, ta photo sera meilleure. Alors, depuis 2016, à peu près, tu es ambassadeur Fujifilm. Tu peux nous raconter un peu comment tu as rencontré Fujifilm et finalement ce qui te plaît dans leur système. Tu bosses avec le système X, donc avec les capteurs APS-C. Alors, je travaille avec les deux systèmes, avec le X et le Et le GFX. GFX aussi. Ah, Ok. je suis tombé fou amoureux de cette qualité d'image, c'est un truc de fou. Mais avant, pour répondre dans l'ordre de ta question, mon histoire avec Fuji, c'est comme beaucoup d'autres histoires, c'est une histoire humaine. Et je me rappelle, c'est à l'époque du boîtier XT2, Fuji avait besoin d'un photographe d'action pour mettre en avant ce nouveau boîtier qui avait vraiment une dimension action, qui n'était pas forcément trop le cas sur les boîtiers précédents. Et puis, les réseaux sociaux ont fait qu'ils ont vu mon travail, ils m'ont contacté et m'ont proposé de shooter la campagne pour le XT2. Alors, un projet comme ça, évidemment, super On dit enthousiaste. oui, direct. Et puis, histoire humaine, j'ai adoré la façon dont Fuji m'a contacté et discuté avec moi. Ils sont pas du tout venus vers moi en disant on est les cadors du game, on fait les meilleurs appareils, etc. Au contraire, ils étaient humbles comme tout. Encore une histoire humaine. Hein. Ils disent que nous, on est outsiders, nous, on a vraiment une âme sur nos produits où les gens, soit ils aiment pas. Et c'est vrai que moi, je connaissais pas vraiment Fuji. Je connaissais bien sûr de nom, mais je connaissais pas leur boîtier avant ça. Et en me renseignant un peu, ça m'avait marqué à quel point, dans un milieu où il y a tellement de fans dans la photo, où vraiment les gens, ils sont prêts à tuer père et mère pour défendre leurs idées, de voir à quel point les gens, les utilisateurs de Fuji étaient passionnés par la marque. Et donc ça m'a dit, tiens, c'est intéressant que les gens soient aussi passionnés par ces boîtiers. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de jouer avec, je suis tombé amoureux vraiment de l'ergonomie. Tu vois, j'ai bien aimé parce qu'ils m'ont rien obligé du tout, Fuji. Ils m'ont dit, écoute, il y a ce projet-là, nous, on voudrait que tu viennes et que tu essayes le boîtier. Écoute, si ça se passe bien, pourquoi pas réfléchir à un partenariat ensemble, etc. Mais vraiment, tu vois, ils m'ont obligé à rien, ils m'ont pas du tout obligé de changer de crèmerie, entre guillemets. Je me dis, t'essayes, tu vois. Et moi, à l'époque, j'avais vraiment besoin d'avoir des capteurs qui soient bons. Si tu veux, j'ai commencé sur des Canon, je me suis fait mes armes dessus, j'ai adoré. Sauf Parce que tu parlais de plein format tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui va te séduire à passer sur un
petit capteur, entre guillemets, parce que la PSC, c'est une dimension inférieure. Alors, moi, APS-C, plein format, moyen format, je m'en fous. Vraiment, c'est pas ça le critère. C'est plus, est-ce que c'est. Tous les boîtiers maintenant, de toutes les marques, ils sont fous maintenant. Je veux dire, on a des outils pour créer, c'est incroyable, quoi. Et après, la différence, elle va faire sur d'autres petits points, quoi. Moi, j'aime beaucoup l'ergonomie, par exemple, de Fuji. C'est vrai, alors, je veux dire, j'ai fait Canon, j'ai fait Nikon, j'ai fait Fuji, j'ai pas fait Sony, mais j'ai fait quand même pas mal de marques. Tu vois, c'était vraiment l'outil qu'il me faut pour créer, jusqu'à ce que effectivement je devienne ambassadeur pour eux, parce que c'est moi qui suis tombé amoureux des produits. C'est pas eux qui m'ont dit vas-y, il faut que tu shootes qu'avec ça. C'est une volonté où j'ai collaboré pendant plusieurs années avec des boîtiers X et des boîtiers Nikon, et puis naturellement je suis devenu 100% Fuji, mais c'est pas eux qui me l'ont demandé, c'est vraiment, ça s'est fait naturellement. Ce que j'adore chez les APS-C, moi, c'est incroyable le ratio entre la qualité de ce que tu peux obtenir et le poids, l'encombrement. La qualité d'image, elle est quand même folle. Et à l'inverse, quand j'ai essayé un GFX, je suis tombé mais fou amoureux de la qualité d'image. C'est lequel que tu utilises du coup? GFX 100. Ouais. Et puis là, c'est la bientôt, grosse nouveauté du moment, c'est le 102 là, où j'ai joué un peu avec depuis la semaine dernière. Plus petit, plus léger, plus performant, ça doit te parler. Surtout tout ça. taillé pour la photo d'action. Ouais. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il ouvre des nouvelles perspectives pour un moyen format aussi rapide, entre guillemets. Bah alors complètement, c'est-à-dire que moi, sur tous mes jobs, je suis toujours en train de, est-ce que je pourrais shooter ce job avec le GFX pour des questions de poids, d'encombrement, de rapidité, de focus, de plein de choses. C'est une question que tu vas bientôt plus te poser du tout. Eh ben, le gap devient de plus en plus étroit, effectivement, parce que... Tu le prendrais sur un parapente? Ah, mais ça fait des années que je le prends déjà, bien avant qu'il sorte ça. Le GFX n'était pas un boîtier d'action, comme n'était pas la série X avant. La série X est devenue une série action. Le GFX est maintenant un boîtier d'action. Et c'est-à-dire que je contournais entre guillemets les limites du GFX en m'adaptant. Et là, je veux dire, c'est incroyable. C'est ce que j'attendais depuis toujours, à savoir qu'ils nous mettent un autofocus aussi performant. C'est fou d'avoir cette qualité d'image avec un autofocus pareil. Et puis maintenant, une rafale. C'est-à-dire que pour la photo d'action, c'est bien d'avoir une grosse rafale pour essayer de capturer ce moment, tu vois, vraiment. Alors, ça dépend des disciplines. Parapente, c'est un peu plus lent. Donc, c'était pas si gênant que ça pour moi là-dessus. Mais il y a d'autres disciplines. C'est plus l'encombrement aussi. Je me disais, peut-être, c'est quand même assez volumineux, quoi, un moyen format. Oui, mais alors, c'est marrant à quel point cette qualité d'image qui est tellement folle, t'es prêt à faire tant de compromis là-dessus. Tu vois, moi qui aurais dit, OK, la qualité de la PSC et de la série X, elle est tellement folle que ça justifie plus de prendre des objectifs qui sont beaucoup plus lourds, des trucs et tout. Ça, c'était jusqu'à ce que je commence à shooter avec un GFX. J'ai fait, waouh. Enfin, toi, t'es tellement passionné d'images que c'est des images qui sont intemporelles. Je veux dire, elles seront pas dépassées techniquement encore dans 10 ans, dans 15 ans, celles-là, tu vois. Petit clin d'œil à Eric Bouvet, votre ambassadeur Fujifilm, qui là, a gravi des montagnes avec des sacs de plus de 25 kilos pour aller refaire de la chambre. Très, très beau travail. Ouais. Ah bah complètement, tu vois, c'est cet amour de l'image qui nous drive et qui va faire que oui, on va accepter de mettre un peu de poids dans le sac, ouais. Bon. Et clairement, oui, l'évolution, tu vois, mon GFX 100, il est gros, il est lourd. Le 102, il est beaucoup plus petit. C'était déjà le 100S qui avait fait ça, mais c'est surtout le fait que maintenant, effectivement, tu peux avoir cette qualité d'image et pas avoir de compromis sur shooter des sujets en mouvement, quoi. Bon. Alors, on le voit bien sur tes images et puis on le comprend quand on t'écoute, hein. La quête de perfection, c'est un véritable mantra pour toi. Tu laisses absolument rien au hasard et chaque projet, chaque prise de vue demande évidemment beaucoup de préparation et la communication est primordiale. On écoute le parapentiste Jean-Baptiste Chandelier, avec qui tu travailles depuis de nombreuses années, nous expliquer comment vous fonctionnez sur le terrain. Alors, une prise de vue avec Tristan, en fait, ça se passe avec déjà de l'enthousiasme en général. Souvent, on est assez excité, donc ça va dépendre des projets. Mais nous, ce qu'on aime bien quand on est ensemble, c'est le côté où on va essayer de penser à la photo avant. On va essayer des fois même de faire des petits dessins, de décrire, de savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Et quand on a le temps de faire ça, c'est là, en général, où on a sorti les meilleures photos. C'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose et ensuite, on va tout organiser pour aller réaliser cette photo-là. Et du coup, c'est des projets super excitants parce que Tristan, il a une super énergie. Une fois sur le terrain, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on veut. Et souvent, il y a un bon travail d'équipe avec des amis. Et je pense que l'énergie qu'on y met via la motivation et via l'enthousiasme, c'est ce qui fait peut-être un peu la différence des fois. Pour communiquer, souvent, on utilise des moyens de communication. Donc souvent, ça va être des radios.
ou des kits mains libres, enfin tout ce qu'on trouve. On a un peu tout essayé. C'est toujours un peu la galère en parapente, c'est des endroits où on n'a pas de réseau, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on arrive à avoir un bon moyen de communication, bah, souvent c'est beaucoup plus fluide, on est beaucoup plus efficace. On sait souvent un peu en amont ce qu'il en est. Et après, souvent, ce qui se passe avec Tristan, il aime bien procéder comme ça, c'est on fait une photo. Donc on fait une action, on essaye une fois, et ensuite on se met tous autour de l'appareil, et là il nous dit, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et à ce moment-là, on va eh ben, regarder la photo, dire bah, ce qui va pas, est-ce que c'est l'action, est-ce que c'est la silhouette, est-ce que c'est le cadrage, la lumière, est-ce qu'il faut essayer quelque chose d'autre? Et en fait, on va s'y reprendre comme ça. Il est vraiment en mode collaboratif où bon, il voit tout de suite les angles, il voit tout de suite plein de choses, mais en plus de ça, c'est vrai qu'on va toujours se dire, bon, là on a quelque chose, c'est pas mal, comment on peut faire mieux? Et de là, on se fait un petit débrief, un petit feedback et on recommence l'action. Et en fait, souvent, on fait ça en boucle comme ça jusqu'à ce qu'on ait vraiment quelque chose qui nous plaise à fond, quoi. Bon, t'essayes, j'imagine, de préparer au mieux et au maximum les choses en amont de la prise de vue. Comment ça se passe du coup? Tu fais des repérages? On a compris que tu faisais des mood boards un peu. Voilà, c'est quoi un peu tes petites astuces de préparation? Alors là, c'est le scénario absolument idéal qu'il a décrit. Alors oui, bien sûr, ça c'est génial. Si tu as le temps de préparer, de discuter, etc., là tu te donnes toutes les chances d'y arriver. Donc je peux que recommander de faire ça. Après, la réalité, c'est que on n'a pas toujours le temps de faire tout ça. C'est bien d'avoir ce process et cet état d'esprit. Et après, bah, on s'adapte encore une fois toujours. Donc, truc et astuce, c'est sûr que si tu as une idée de ce que tu veux shooter, ça sera beaucoup plus simple que de découvrir en vrai ce qui se passe. Après, il faut s'adapter. Et tu vois, ce que décrivait JB, c'est vrai que c'est un process qui revient souvent. C'est bon, voilà ce que ça a donné. Maintenant, comment on peut faire pour améliorer le truc? Et vraiment participatif, tout le monde a son mot à dire, on échange, et puis une fois qu'on a échangé, on va de l'avant. Moi, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple si tu communiques avec ton modèle, si tu communiques avec tous les gens qui sont impliqués, d'être tous dans la même longueur d'onde. Tu vois, encore une fois, c'est ma façon à moi de faire. Les gens qui sont peut-être un peu plus introvertis, ils vont plus intérioriser justement leur process, leur façon de penser, pas forcément communiquer trop ça aux équipes. Ça n'empêchera pas que le résultat sera peut-être très bon. Mais moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt dans cette idée de plus je communique, plus j'arrive à mettre toutes les énergies dans la même direction, et puis plus aussi c'est même pas tu peux demander, c'est que naturellement il y aura un effort de tout le monde parce qu'on sait ce qu'on veut atteindre. Et donc bah, tout le monde va être motivé pour apporter sa pierre pour atteindre l'objectif, quoi. Et puis on a l'impression que tu as une petite famille autour de toi. Tu parlais de tournage tout à l'heure. Tu essayes au maximum de t'entourer des mêmes personnes à chaque fois. Alors bien sûr, c'est-à-dire que j'ai des affinités avec certaines personnes qui sont devenues des vrais amis, ça c'est sûr. Donc si je peux shooter avec eux, c'est toujours des projets excitants et passionnants. Donc bien sûr que il y a des projets qui ont pris des années à être faits et que j'ai fait parce que je sais et que j'ai confiance dans les équipes avec qui j'ai tourné. Il y a des choses que je ne ferai pas si je suis avec des gens que je ne connais pas, même si le feeling est bon, etc. Parce que dans le mot extrême, je suis pas ultra fan de cette appellation parce que on l'a pas utilisé, extrême. On parle de sport extrême, mais on parle pas. Mais si, alors rebondissons là-dessus. Justement, arrêtons-nous sur ce mot extrême, parce que tu évolues quand même dans des milieux montagneux qui deviennent fragiles, avec de réels risques. Il y a des glaciers qui fondent. Ça prend une dimension un peu différente. Et comment tu appréhendes ces changements-là, toi, dans ton activité? Alors, bah, deux choses dans ce que tu dis. D'abord, il y a la sécu. Donc ça, c'est super important. C'est la chose primordiale. C'est-à-dire qu'on fait des images. C'est rien, c'est futile. C'est génial, il n'y a pas de débat. On est en train de passionner de photographie. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est nul de faire des photos. Au contraire, c'est absolument fantastique. Mais c'est juste des photos. Même si c'est mon métier et que j'ai cette exigence ou ce besoin de ramener des clichés parce que je suis commandité pour parfois, il n'y a jamais rien qui vaudra la vie de quelqu'un, ou à défaut de la vie, en tout cas, de se blesser. Donc, la première considération de tout, absolument, c'est la sécu. C'est-à-dire que toute situation doit être analysée en équipe, machin, pour pas se blesser. Tu vois, ça fait 18 ans que je suis pro, j'ai jamais eu encore, et je dis encore, et je touche du bois parce que je veux pas que ça arrive, de situations dramatiques, et ça, j'en veux pas. C'est vraiment le truc, il faut pas. On peut toujours être tenté, toi, t'aimes bien t'approcher de tes sujets, on peut toujours être tenté de se dire, ah, si j'étais un tout petit peu plus près, ça change pas grand-chose. Et puis tu passes ce moment de rupture où finalement tu vas au-delà de ce que tu avais prévu, de ce que la sécurité rationnelle te... Comment tu arrives justement à trouver le point de limite entre sécurité et c'est ça que je veux faire? Alors ça, c'est uniquement l'expérience. Parce que c'est marrant que tu parles de ça, parce que typiquement, au départ, quand j'ai commencé les photos de parapente, tous les pilotes avec qui je volais, et donc cette famille donc, que tu décris,
ils savaient tous qu'à partir du moment où j'avais mon grand oncle devant les yeux, j'étais toujours en dire c'est pas assez près, faut être plus près. Évidemment, le grand oncle, tu vois, ça éloigne le sujet. Et en même temps, du coup, c'était un peu ce sentiment de ouh, ça fait peur. Ah bah ça va, c'est plus loin si tu mets l'œil dans l'objectif. Mais donc, ça, on peut en rire, mais ça va pas. Ça, c'est dans le sens où j'ai eu la chance de jamais avoir de crash et avec le temps, tu t'apprends. Tu dis ok, non là, on n'est pas dans la sécu. Moi, je veux pas avoir peur. Et il y a des photos on m'a posé la question plusieurs fois, mais dit mais vous prenez un risque de fou en faisant ça. Pour moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là parce que on était dans une marge de sécurité. Je connais les gens avec qui je le fais, on maîtrise, on l'a déjà fait, donc on pousse raisonnablement. Mais il y a jamais un moment où je me dis ouh là, on est dans le rouge, on va se cracher. Et donc, comment faire ça? Bah, je pense que là, après, ça dépend de tout le monde. Mais oui, il faut quand même être sécu avant tout, quand même. Si tu veux continuer et recommencer le lendemain, il faut pas se cracher, il faut pas se faire mal. Et c'est vraiment une chose aussi, c'est pour ça que j'aime bien shooter avec des gens que je connais ou que j'ai l'habitude. Parce qu'il y a quand même cet effet devant l'objectif où quelqu'un va peut-être se lâcher un peu plus, tu vois, ou faire un truc qu'il aurait peut-être pas fait. Et ça, je veux pas. Je veux qu'on soit vraiment dans des marges de. On peut le faire, on peut pousser ça, mais le but, c'est quand même de pas se faire mal. On te voit sur une vidéo avec un gars en wingsuit à qui tu intimes d'aller toujours plus proche. Et c'est vrai qu'on se dit, l'adrénaline, ça peut être à la fois stimulant, l'adrénaline du photographe, de l'athlète, mais il y a aussi un côté no limite qui est dangereux pour le coup. Complètement. Là, tu me pointes du doigt, c'est évidemment, c'est cet enthousiasme. Il faut pas qu'il dérape. C'est la frontière. T'en parlais, Arthur. Ben, elle n'est pas forcément toujours simple à trouver. L'expérience, le bon sens, et puis bah, cette volonté d'être vivant, je pense surtout. On n'est vraiment pas des têtes brûlées. Oui, c'est du kiff. Je me rappelle, je vais vous citer une anecdote qui m'avait vraiment marqué. C'était à l'époque, c'était nulle part ailleurs. Il y a Antoine Decaune qui interviewait deux wingsuiters archi célèbres que j'ai eu la chance de rencontrer, qui sont vraiment des gens top, les Soul Flyers. Fred Fugain et Vincent Refait, Vincent Refait est plus parmi nous malheureusement, mais en tout cas c'est des gens qui étaient vraiment ultra safe, ultra vraiment des monstres de leur discipline vraiment. Et ils étaient interviewés à l'époque, je me rappelle d'une par ailleurs, au moment où il y avait Félix Bourg-Martin, tu sais, qui avait fait ce fameux Depuis la stratosphère, événement Red Bull. Événement Red Bull où la Terre entière a regardé pendant 3 heures, il se passait rien, mais ils ont réussi à captiver la Terre entière, enfin bref. Et donc tu as Antoine Decaune, un peu provoque, un peu parisien, j'allais dire, dans son approche, je veux dire, de la montagne et de nos activités entre guillemets un peu extrêmes, qui pose la question à Fred là des Soul Flyers, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites vos trucs et tout? Et puis alors la réponse de Fred, elle a fusé mais direct, c'était pas du tout calculé. Il le regarde avec un immense sourire, et bah pour le kiff. Bah voilà, c'est aussi simple que ça en fait. La réponse, elle est aussi simple que ça. C'est pourquoi on fait ça? Bah parce que c'est magnifique, on kiffe de faire ça, d'aller faire des photos qui sont un peu compliquées à sortir et où tout le monde se sort les doigts entre guillemets pour arriver à faire quelque chose quoi. Et il y a une notion de nos jours aussi qui est assez importante, et j'imagine aussi dans ton domaine, c'est la notion un peu d'authenticité. Tu fais des photos qui sont extraordinaires, de choses extraordinaires. Enfin, il faut quand même que ça reste crédible pour pas qu'on t'accuse de ouais, non, mec, c'est fake, quoi. Tellement fake ce que tu nous as proposé. C'est très intéressant que tu parles de ça parce que effectivement, moi je me rappelle dans ma jeune carrière de photographe, au tout début, moi j'ai toujours adoré jouer avec les curseurs, les couleurs, j'ai re-shooté en RAW pour emmener ton image ailleurs, ça j'ai toujours adoré ça. Et je me rappelle au tout début, j'avais pris 1 ou 2 remarques de confrères, parce que le monde de la photo est un monde de gens qui sont pleins d'ego et tout le monde t'accueille pas forcément les bras grands ouverts évidemment. Il dit ouais mais Tristan c'est pas un photographe, c'est un retoucheur. Oh, ça m'avait piqué au vif, parce que dans le domaine de la photo d'action, tu as absolument besoin d'une crédibilité, tu vois. Mais parce que dans ton travail, tu as pu faire de la retouche. Je me souviens d'une campagne publicitaire pour Tignes, je crois, à la station de Tignes, où on voit un travail de retouche qui est très mise en scène, très calculé, et c'est un vrai travail artisanal, entre guillemets, mais qui comporte de la retouche. C'est peut-être pour ça. Alors complètement, et ça c'est un sujet où je voudrais justement en parler, parce que le process qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, cette remarque m'a piqué au vif, et j'avais mis un point d'honneur pendant
je sais pas combien d'années qu'on suivi, moi, il n'y a pas de retouche. C'est-à-dire que la photo, elle est vraiment, elle est développée, mais en tout cas, etc. Puis je pense que j'avais besoin de me prouver ça ou de prouver quelque chose. Et puis avec le temps, en fait, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je suis en paix avec ça. Et du coup, je suis aussi beaucoup plus en paix avec la retouche. C'est-à-dire que du coup, j'avais tourné le dos à Photoshop pendant X années, parce que pour moi, il fallait pas aller dans Photoshop, parce que, etc. Tout ça. Et en fait, mais pourquoi? Parce que, je veux dire, ça dépend quel domaine tu shootes. Mais si, moi, je fais beaucoup de photographie commerciale. C'est-à-dire que c'est des marques qui m'emploient pour faire des photos pour leur communication. Et sur ces photos-là, en tout cas, il n'y a pas cette exigence de qualité. On veut juste une bonne image. Et pourquoi de qualité, par exemple, d'authenticité? Alors pourquoi, dans ce cas-là, ne pas utiliser les outils qui sont à notre disposition pour faire une méga image? Et là, je suis complètement fan de ça. Donc maintenant, je suis plutôt en paix avec ça. Il y a des projets où, effectivement, mais j'adore ce process qui peut avoir lieu après de post-production et puis de mettre en avant d'autres compétences, d'autres talents, etc. Et puis, il y a des projets où, non, il faut que ça soit bon dans l'appareil. Donc, Et parmi les outils, il y a l'intelligence artificielle. Donc, tu pourras aller sur Midjourney pour ajouter quelque chose. Ça, tu te l'interdis pas, du coup, tu veux dire? Alors, dans les photos d'action, si, pour l'instant, parce que, enfin, en tout cas, les photos dont on parle, le parapente et tout, parce qu'il y a effectivement cette. Faut que ça soit authentique. C'est pour ça aussi qu'on filme pour montrer le behind the scene. Tu vois, tu parlais de la photo avec la wingsuit. On savait que si on faisait pas de vidéo making-of, tout le monde allait dire c'est fake. Exactement. Mais après, pour répondre, bien sûr, l'intelligence artificielle, ça ouvre plein de portes de fou. Alors, c'est vrai que tu parles de Midjourney. Midjourney, j'étudie ça depuis un moment, je regarde, je trouve ça incroyable, c'est une révolution et on reviendra pas en arrière, c'est sûr. Moi, dans mon travail à proprement parler, j'ai pas intégré Midjourney encore. Par contre, le générative de Photoshop, ça c'est absolument génial, c'est vraiment phénoménal parce que nous, en tant que photographe, j'avais entendu cette phrase qui, je trouve, résume bien le truc, c'est qu'un peintre, c'est quelqu'un qui part d'une feuille blanche et qui va rajouter des éléments pour créer une composition, une image, quelque chose. Un photographe, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui part d'une situation qui est complexe avec plein d'éléments qu'il n'a pas envie de montrer, qui doit les enlever. Et on a plein de trucs et astuces pour arriver à ça. On va shooter avec une faible profondeur de champ, on va travailler notre cadrage, on va travailler plein de choses pour effectivement mettre en avant son sujet et enlever les trucs qu'on ne veut pas voir l'image. Qu'est-ce qui t'apporte à ton image ou qu'est-ce qu'on n'apporte pas? Si tu n'en apportes pas, tu l'enlèves parce que ça distrait dans l'attention, etc. Et il y a plein de moments où on est j'allais dire, limité alors qu'on est dans un super process. Avec le modèle, ça se passe très bien, la lumière est folle parce que tu as une pancarte publicitaire là, ou parce que tu as un poteau, etc. Parce que tu as une voiture, parce que tu as un truc. Là, le fait d'avoir maintenant des outils qui te permettent de débarrasser de ça, mais génial. Je veux dire, encore une fois, ça dépend quelle est la finalité de la photo. Mais si c'est de la photographie commerciale, mais génial, je peux faire plus d'images, enlever quelque chose. J'hésite plus maintenant à dire, bon, mets-toi là, ah ouais, mais il y a ça derrière, c'est pas grave. Je veux dire, ça, parce qu'on a souvent tendance à les brandir comme quelque chose de qui va contre le photographe, mais finalement, il y a aussi des outils qui peuvent être utilisés à l'effet inverse et qui peuvent être utiles, en fait. Alors, complètement. Pour moi, de toute façon, ça a toujours été comme ça, et c'est un process où il faut s'adapter à la photographie. Ça change tellement vite, tellement fort. Là, il y a des outils, ils vont pas disparaître, ceux-là, ils sont là. Donc maintenant, c'est à nous, photographes et êtres humains, savoir comment se servir de ces outils pour continuer à créer, pour emmener un peu plus loin, pour créer d'autres choses. Et par contre, toi, du coup, sur le terrain, tu les assures, tes clichés. Tu ramènes des images. Comment tu t'y prends concrètement en termes de réglage de prise de vue? Parce qu'on te voit, donc c'est bien beau, tu es au grand angle, tu es dans ton parapente, un gars qui file à pleine vitesse. Tu te fies à l'autofocus, tu es plutôt en hyperfocal, de manière un petit peu plus technique. Comment tu gères tous ces aspects-là de la prise de vue? Alors là, on n'aura jamais assez toute l'émission pour parler de cette partie-là. Mais oui, j'aurais tendance à faire du pré-focus. Tu vois, l'exemple de la wingsuit qui passe à moins d'1 mètre de moi, je me rappelle, c'est là que je me suis aperçu qu'un 4 millième, ça suffisait pas. Il faut vraiment avoir, pour figer ce mouvement, quand ça passe vraiment proche de toi, il faut vraiment avoir une vitesse de shutter qui soit démentielle. Et c'est là que l'évolution aussi technologique des appareils est vraiment bonne, parce qu'un 8 millième, c'est un peu la vitesse de shutter max que tu vas avoir sur un obturateur mécanique. En obturation mécanique, ouais. Et maintenant qu'on a des obturateurs électroniques, et particulièrement, tu vois, par exemple, chez Fuji sur leur série X, là, ils ont résolu les problèmes de rolling shutter. Donc maintenant, tu peux te mettre un 30 millième, et tu es sûr que ta photo sera nette, quoi. Et voilà, il y a tout. Enfin, c'est un peu comme l'IA, tu vois, parce qu'on vient de parler de ça. C'est à nous, en tout cas, d'utiliser ces outils qui nous sont proposés. Le but final, c'est de créer une image.
Alors, il y a plein de moyens d'y arriver. Et puis, si tu as des outils qui te permettent d'y arriver plus facilement, ou en tout cas de se concentrer sur un truc qui est plus intéressant dans le process, pourquoi pas, quoi. Alors, une partie de ton travail, tu nous l'as dit, consiste à faire des photographies de commandes et donc de répondre à un cahier des charges et à contenter les exigences d'un client. Tu travailles par exemple avec l'ancienne Decathlon et on a demandé à Grégory Jacquet, qui est le responsable communication ski chez Decathlon, comment se déroule une séance de shooting à tes côtés et notamment toutes les contraintes auxquelles toi, le photographe, et lui, le client, êtes confrontés. L'enjeu consiste à prendre des décisions assez rapidement parce que le temps est écoulé sur une journée de tournage, en tout cas sur les skis. Le temps est écoulé entre l'ouverture et la fermeture du domaine. En tout cas pour nous, quand on travaille sur le domaine. Après, quand on travaille hors domaine, c'est différent, hors du domaine. Et du coup, on doit prendre ces décisions assez rapidement. Et ce qui est hyper important, et c'est ce qu'on met en place avec Tristan, c'est de se dire, OK, ça, on l'a fait. J'ai le brief de départ, j'ai mon papier, on a rentré les photos verticales, horizontales, plan A2, plan A3, de loin ou pas de loin, tel type de virage, tel type de position. Et après, un instinct en fonction du moment, et ça, c'est sa grosse valeur ajoutée. Et c'est là où moi, j'insiste beaucoup sur le pendant. C'est pour ça que je vais avoir ce rôle-là sur le pendant. C'est beaucoup d'instinct. C'est de m'approprier les éléments pour dire, attends, ça, on l'avait pas imaginé. Ça peut rendre la neige, elle vole. Je peux prendre un exemple. La neige vole, on a ce côté un petit peu sucre-glace, ce côté un petit peu scintillement qu'on peut avoir dans l'objectif. Moi, je le vois avec mes yeux. Je le dis à Tristan. Je dis, voilà, Tristan, moi, je vois ça. Est-ce que tu peux me capter cet instant-là et qu'on ait cette ambiance-là? Et du coup, j'essaye juste, en quelques mots, très rapidement, de me mettre d'accord avec lui pour qu'on soit sûr de voir la même chose, pour qu'il prenne sa photo et qu'après, ça rentre dans l'appareil. Alors après, ça, c'est la majorité des cas, ça marche. C'est pour ça qu'on bosse ensemble. Après, il y a des fois où ça marche pas, parce que tout n'est pas parfait et que c'est pas automatisé. Il y a quand même un certain savoir-faire à avoir. Donc, on n'a pas cette garantie que ça marche à tous les coups. Quand ça marche pas, ça peut venir de différentes raisons. Soit le skieur, ça n'a pas fait, soit l'élément, ça posait problème, ou tout simplement parce que Tristan n'y arrive pas à ce moment-là. Ou Tristan, et c'est là où je vais insister, c'est Tristan ne voit pas la même chose que moi. Il pense qu'il la voit, mais finalement, il ne la voit pas. Du coup, moi, je contrôle dans l'appareil, je fais un petit check rapide, je fais montre-moi pour être sûr. Alors, je me mets auprès de lui. On est vachement dans cette fonction de binôme. On est vraiment dans cet esprit de binôme. On travaille vraiment ensemble comme ça, où il me partage son appareil. Je regarde à l'intérieur et je lui dis non, là, Tristan, on est trop près, là, on est trop loin. Là, non, j'aurais voulu plus voir les éléments. Et du coup, on ajuste. Et si finalement, je vois qu'au bout de 1, 2, 3 essais, parce que c'est déjà arrivé par expérience, au bout de 3, 4 essais, on n'y arrive toujours pas et que ça dépend pas forcément que de lui, c'est juste qu'on voit pas la même chose à ce moment-là. Et ben du coup, je prends la décision soit de stopper, et du coup, on fait autre chose. Mais ça, c'est moi qui la prends, cette décision, parce que l'horloge, elle tourne et qu'on ne peut pas se permettre de rester trop longtemps sur une photo en question. On n'a pas peur de se dire les choses. On n'a pas peur vraiment de froisser l'autre en disant non, mais là, tu n'y es pas. Alors, bien sûr, on met la forme. Quand ça se tend, on met la forme. C'est toujours pareil. Mais il y a vraiment cette relation de travail, cette relation de proximité et d'exigence l'un envers l'autre. Tiens donc, un client et un photographe qui ne voient pas la même chose. Comme c'est original. C'est super intéressant d'entendre Greg donner ce feedback, parce qu'on n'a jamais eu cette discussion-là entre nous, tu vois, donc c'est très intéressant d'entendre ça. Et clairement, c'est le process. C'est quand tu fais de la photographie commerciale, ce qui est donc l'écrasante majorité de mes sources de revenus, tu shootes pas pour toi, tu shootes pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu as un client qui va te choisir toi comme photographe pour coucher au mieux possible ce qu'il a en tête et le brief qu'il t'a donné. Donc toi, il faut que tu t'accapares ce brief pour, avec ton savoir-faire, ton expérience et tout, comment arriver à le transcrire en image. Mais c'est là que c'est super important, et ça, il l'a bien exprimé, c'est que tu dois te glisser dans la tête de ton client. Tu dois comprendre ce que le client attend pour arriver à le transmettre au mieux. Et c'est un exercice qui est super intéressant et qui n'est pas forcément toujours simple à appréhender quand tu fais de la photographie en amateur, et je garde cette notion amateur sur tous ces projets un peu plus perso qu'on a parlé, où là, j'ai pas un client qui exige quoi que ce soit de moi, c'est plus venez, on va essayer de cette photo qui est un peu créative là. T'as pas ces contraintes-là. Mais je dis toujours, la contrainte de la créativité, tes clients, ils te donnent un cadre qu'il faut respecter. Comment tu gères, toi, ce stress sur le terrain ? Parce que, est-ce que c'est à la fois une aide d'avoir quelqu'un comme ça qui est très présent et qui va mettre son regard sur la scène, donner son avis, mais il gère aussi finalement le timing donc ça peut être du confort. Mais pour toi, est-ce que c'est plus du confort, plus du stress, et comment tu gères ça sur le terrain ? Alors on est tous différents. Moi je sais que j'adore avoir un feedback immédiat.
parce que je suis plutôt extraverti, donc je suis toujours dans la communication. Et j'aime bien ce feedback instantané, en tout cas de mon client, parce qu'encore une fois, le but, si je fais un shooting commercial, c'est surtout de contenter mon client. C'est que les images, elles correspondent à ce que le client veut, qu'il soit satisfait et que du coup, il me rappelle, tu vois, que j'ai d'autres trucs. Si je lui rends une copie en disant non, mais c'est comme ça que je le vois moi, il va jamais te rappeler, le gars, quoi. Donc c'est vraiment un espèce d'échange. Et là, on est tous différents, mais moi, en tout cas, ça fait partie de mon environnement de travail et j'accepte, entre guillemets, et je chéris. Tu vois, dans les préparations de shoot, il y a certains shoots, je dis, ah non, mais je voudrais que le client soit présent, par exemple sur des photographies d'hôtels, etc. Parce que lui, il a une vision très précise de son établissement, une vision précise de ce qu'il veut comme image. Moi, j'ai une autre vision où je vais gérer tout ce qui est lumière, cadre, etc. Tout ça. Mais typiquement, tu vois, et là c'est un bon exemple puisque je parle de ça, si je vais shooter dans un hôtel, en général, je shoot toujours connecté à un ordinateur parce que je veux que le client puisse voir en direct ce à quoi va ressembler la photo. Parce que il n'y a juste pas une paire d'yeux, il y en a au moins deux, voire plus. Et les gens, ils sont avec toi sur ce process créatif. Tu les impliques, ils voient le truc, et puis on voit des choses qui sont différentes. Moi, je vais aller régler des problèmes de lumière, etc. Lui, il va les régler en disant, ah, mais là, je voudrais qu'on voit un peu plus le branding là, je voudrais qu'on voit un peu plus ça. Et donc, encore un autre aspect de la photographie où vraiment c'est ce travail d'équipe. Alors pour revenir à l'exemple dont on parlait avec Greg pour Decathlon, c'est aussi des années de pratique et de complicité où on peut s'adapter sur le terrain en 2 secondes sur un truc en disant tiens, il y a ça, c'est bien, on essaye, qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, ça se tente, ouais, allez, on essaye. Et c'est aussi important, tu vois ce qu'il disait sur cette notion de timing, c'est que il faut absolument que tu ramènes ce que tu as été engagé pour à la fin de la journée. Et donc si tu essayes un truc et ça prend trop de temps, il faut prendre la décision, qui peut être collective, ou encore mieux quand tu as quelqu'un qui a vraiment une bonne idée comme ça, qui dit ok, là on a essayé assez, on passe à autre chose. Et donc du coup, tu as tellement de process, c'est ça qui fait la beauté de notre métier, mais tu as tellement de choses qui peuvent faire que ça parte pas exactement comme tu veux, que c'est ça aussi qui fait que tu t'adaptes toujours à un truc changeant, évoluant, pour au final essayer de ramener ce qu'il faut, quoi. Et tu aurais des anecdotes, alors sans citer personne, évidemment, de moments où clairement, toi et le client, vous voyez pas la même chose, ou de demandes de brief tellement farfelues, tellement pétées, que ça t'a fait hurler de rire et que t'as même pas donné suite? J'ai un exemple immédiatement qui me vient en tête. Une cliente qui avait une vision assez, j'allais dire précise, mais non, justement, c'était pas assez précis. Qui était persuadée qu'elle savait comment ça allait se passer et qui voulait absolument venir sur des photos de freeride pour donner son avis en direct. Sauf que les photos de freeride qu'elle voulait, c'était quand même des photos qui... Alors, freeride, c'est le ski hors piste. C'était des conditions. Alors, on était quand même dans la forêt, ce qui est beaucoup plus safe au niveau avalanche, etc. Mais c'était quand même raide. Et il faut avoir un minimum de niveau pour aller là, tu vois. C'est bien sûr que les athlètes, eux, ils skient super bien, ils vont passer. On n'est pas obligé d'avoir le même niveau qu'eux, mais il faut quand même un minimum pour passer. Ouais, donc, le taf, c'était d'amener la cliente là. Et alors, on a galéré, on a pris un temps de taré juste pour pouvoir amener la cliente au bon endroit. Et puis, on a perdu un temps de fou, quoi. Et bon, ça lui a permis de se rendre compte que ce qu'elle voulait, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'elle imaginait. On n'était clairement pas dans un studio, on est dans un élément on est dehors, quoi, tu vois. Que la lumière, on la maîtrise pas comme elle imagine qu'on peut la maîtriser, qu'on ne maîtrise pas parfaitement la trajectoire du skieur, etc. C'est vraiment Donc tout ça, tu lui avais expliqué en amont, évidemment. Oui, on en a parlé avec elle, on dit non, il faut pas par là, c'est sorti par là. Voilà, faut pas venir là c'est trop exposé pour vous. Enfin, bon, il y a des gens, il faut qu'ils le vivent pour s'en rendre compte, quoi. Bon, après, on a pu retravailler ensemble, hein, mais c'est comme ça, hein. Tu sais, j'ai des enfants, c'est pareil aussi, t'as beau leur dire machin, et les enfants, faut qu'ils fassent leurs bêtises pour apprendre, tu vois. Même si t'as la meilleure volonté du monde pour leur dire mais je t'assure avec mon expérience et tout, sache que, mais c'est un process naturel et on est le premier à le faire aussi, quoi. Bon. Alors, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises au cours de cette émission, mais il existe quelques vidéos qui montrent évidemment l'envers du décor. Et ces making-of nous montrent comment tu opères sur le terrain, mais surtout, on comprend que tu travailles souvent en équipe et qu'il faut savoir composer avec les différentes personnalités et besoins en termes d'image des uns et des autres. Le réalisateur Maxime Moulin aborde cette collaboration, pas toujours évidente, entre photographe et vidéaste. Ça a été une des premières personnes avec que j'ai rencontré dans le milieu de la photo, de la vidéo. Et il m'a accompagné, il m'a apporté beaucoup dans mon développement.
Et du coup, j'ai appris à bosser avec un photographe avec lui. Et au fil des années, cette relation, elle s'est étoffée dans le sens où on s'est mis à partager beaucoup de projets, à se partager le terrain aussi, se partager un set. En fait, ça se fait assez naturellement. On n'a pas vraiment établi de plan ou une façon, une méthode de bosser. C'est chacun laisse la place à l'autre, chacun s'inspire de l'autre et chacun écoute l'autre dans ce qu'il a besoin de faire au moment venu, quoi. Donc c'est une relation assez saine, assez facile et voilà. C'est sur de la confiance essentiellement. Tristan, il a une personnalité assez forte quand même. C'est quelqu'un de très très expressif, très jovial, avec une énergie positive tout le temps à 200%. Et c'est vrai que des fois, nous, en faisant des films, on a besoin d'avoir la prise son direct. Donc là, on en parle, on essaie que chacun respecte ce moment-là. Mais cette énergie positive, elle booste tout le temps le projet, elle booste le tournage et les équipes. Donc ça, c'est un gros plus quand on est avec Tristan. Et après, le moment où chacun doit trouver sa place, en fait, c'est juste de l'entente et de l'habitude de bosser ensemble. C'est-à-dire que moi, en vidéo, j'ai souvent tendance à être au grand angle et à être très très proche de mes sujets. Et c'est vrai que des fois, ça fait un peu péter un plomb les photographes parce que j'ai tendance à rentrer dans leurs images. Mais du coup, on se laisse la place. Si je suis rentré dans un plan à Tristan, eh ben, il me le dit et puis je fais un pas en arrière et vice versa, quoi. C'est toujours hyper facile et toujours très très motivant de bosser avec Tristan. Ouais. Alors du coup, sur tes sets de commandes, c'est tellement des process compliqués à mettre en place que le client en profite et pour faire la photo et la vidéo en même temps. Alors, c'est très souvent, effectivement, que c'est des shoots où il y a une équipe de filmmakers et la photographie en même temps, quoi. Donc là, c'est vraiment des relations humaines. C'est de la bienveillance, bien comprendre effectivement qu'on n'a pas les mêmes besoins, qu'on a besoin tous de ramener nos shots et de faire en sorte de la meilleure manière à collaborer. Après, c'est une aventure humaine. Le caractère de Maxime et le mien, par exemple, c'est un match complet. C'est-à-dire que, comme il disait, on n'a pas besoin de pré-plan parce que c'est facile. Mais du coup, sur le terrain, vous avez chacun vos trucs spécifiques à faire. Finalement, il y a quand même une espèce d'entente cordiale et d'inspiration mutuelle qui se met en place entre la team photo et la team vidéo. Complètement. C'est qu'effectivement, on n'a pas forcément exactement la même façon d'aller chercher l'image, mais je trouve ça finalement très inspirant de voir, ok, ils ont choisi cet angle, bah, ça me donne des idées, et vice-versa. Et c'est souvent qu'on se chambre en plus parce que c'est des gens avec qui on bosse depuis un moment et dire, tu vois, la blague qui fuse tout le temps, c'est ah, mais la photo c'est trop simple. Et à l'inverse, moi ce que je dis tout le temps, c'est encore une fois, venez chercher l'angle du photographe, etc. Enfin bon, tu vois, c'est vraiment de la chambrouille, mais c'est vrai que ça reflète un peu le process, à savoir que on s'inspire les uns les autres. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de travailler de toute façon parce que si on se met en compétition, on n'optimise pas du tout le temps qui nous est donné, les athlètes, les moyens, etc. Et ce travail collectif, de dire ok, je sais que toi tu as besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, comment on peut faire pour le faire ensemble, si on peut le faire en même temps, génial, si on peut le faire l'un après l'autre, au minimum ça va m'inspirer pour mon shoot à moi, au minimum. Et t'as jamais été tenté de glisser vers la vidéo, justement? La vidéo prend une place de plus en plus importante, surtout les boîtiers, y compris les GFX. Moyen format, c'est pas quelque chose qui te botterait? J'adore la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo c'est omniprésent, vraiment, je vous dis, je travaille quasiment tout le temps avec des filmmakers. J'ai travaillé en vidéo avec mon ami Jean-Baptiste qu'on a entendu tout à l'heure et qui fait des vidéos qui sont vraiment géniales et donc bah oui, j'ai couru derrière lui avec des gimbals, j'ai fait des shots au drone, enfin donc j'ai filmé, j'ai participé vraiment à la création d'un film, mais de là le proposer comme activité professionnelle dans ma panoplie de trucs, j'ai pas fait le tour de la photographie. C'est-à-dire que la photographie, ça fait plus de 20 ans que j'en fais. J'adore ce process. C'est deux choses qui sont très différentes. Je suis admiratif de la jeune génération qui arrive à faire film et photo en même temps. Je vous dis, je travaille tout le temps avec des filmmakers, mais il y en a un qui fait de la photo, il y en a un qui fait le film. C'est de pouvoir faire les deux en même temps, c'est... Je sais pas trop comment ils y arrivent, mais enfin, je suis admiratif que la jeune génération arrive à jongler avec. Moi, je suis vraiment une âme de photographe quand même. Je dois raconter toute une histoire avec une image.
Mais ce qui est assez original dans ton approche aussi, on l'a bien compris, c'est que tu aimes vraiment bosser en équipe, en collectif. Et d'ailleurs, sur des vidéos, on te voit exulter parfois comme si tu avais marqué un but au foot. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction finalement à l'issue d'une journée de tournage? C'est parce que tu sais que tu as le shoot ou c'est parce que tu as réussi à maintenir une ambiance tout au long de la séquence? Ma plus grande satisfaction, c'est quand on est tous contents, qu'on se fait des you, qu'on se fait des high five et qu'on a passé une pure journée ensemble à créer une image. Alors, maintenir cette ambiance de tournage, je pense que c'est naturel. Effectivement, j'attache énormément d'importance à ça. C'est-à-dire que s'il y a un problème quelconque, je vais tout arrêter, on va régler le problème. Si une personne n'est pas dans le bon état d'esprit, on va régler ça pour pouvoir être ensuite en mode plus pour aller créer ensemble. Ouais, moi, j'adore ce process, en fait, d'aller créer des images. Je pense que ma satisfaction, et c'était une question que vous aviez posée en amont, c'est pas vraiment le feedback que je vais avoir sur ma photo derrière, bien sûr qu'il fait plaisir, c'est plus faire en sorte que ces moments où on a été créer notre image, ça a été un moment de partage extraordinaire. J'ai pas de souvenir, si tu veux, de gens avec qui j'ai shooté qui n'ont pas aimé le process. C'est souvent, en fait, que tu arrives et que tu vas shooter avec des gens que tu ne connais pas du tout. Et dans un process humain normal, tu peux pas être en confiance et de communiquer avec quelqu'un c'est naturel, tu vois. Sauf qu'il faut un peu de temps pour se connaître et s'apprendre des machins. Sauf que nous, on n'a pas ce temps-là. Et j'adore ce fait, c'est que en 2 temps 3 mouvements, il faut qu'on arrive à comprendre qu'on est ensemble, qu'on est alliés, qu'on n'est pas du tout l'un contre l'autre et qu'on doit synchroniser nos énergies pour arriver au résultat. Et c'est un process qui humainement est très enrichissant et que j'aime beaucoup. Et la plupart des gens avec qui j'ai pu photographier, on en sort, on est ravis. Et puis tu sais, c'est un truc, tu vois la personnalité des gens en 2 secondes. Tu peux pas vraiment mentir quand tu fais des photos. Tu vois des traits de caractère, et puis t'accroches pas, mais en général t'accroches parce que t'as transpiré ensemble. C'est vraiment cette idée. C'est marrant que tu parles de traits de caractère parce que dans les sports extrêmes, il y a des casques, il y a des lunettes, il y a des choses comme ça. Il y a peut-être des choses qui sont pas forcément perceptibles. C'est marrant que tu parles de ça. Ouais. Bon, Tristan, pour conclure, 20 ans de carrière. Pas encore, mais pas loin. Presque 20 ans de carrière. C'est quoi la suite pour toi? Et puis peut-être, c'est quoi, selon toi, l'évolution dans le futur de ton métier? Alors, j'ai l'impression que j'ai commencé hier. J'ai pas vu ces 20 années passer. 18, ok. Donc, je signe tout à fait pour les prochaines années comme ça, rempli de bonnes rencontres, d'enthousiasme et de beaux projets motivants. L'évolution, en tout cas, c'est que je vieillis doucement et forcément je shoote un peu moins de choses extrêmes. Il y a toute une jeune génération plein de talents qui va courir après des sportifs de l'extrême encore plus jeunes. Moi, j'aime vraiment ces projets d'équipe. Tu vois, je travaille de plus en plus vraiment sur des projets collectifs. Je travaille de plus en plus avec des agences de communication aussi. Tu vois, pas forcément directement avec les clients où là, il y a beaucoup plus de personnes impliquées. Et puis, d'un point de vue aussi de l'évolution de mon travail, ça fait à peu près 1 an que je concrétise un doux rêve photographique. J'ai toujours aimé, moi, faire des photographies en l'air. Et là, j'ai rencontré un pilote d'avion. Des petits avions, c'est des ULM, avec qui je m'entends comme la roue en foire. Et ça fait à peu près 1 an que dès que lui est disponible, moi aussi, et qu'il y a les conditions, on prend l'avion et qu'on va faire le tour de nos montagnes pour faire des clichés de paysages. Alors on va souvent dans le massif du Mont Blanc parce que c'est à côté. Et où j'adore, si tu veux, le process, parce qu'on est vraiment tous les deux. C'est un travail, mais de complicité totale, parce que il faut vraiment que lui voit ce que je vois pour qu'on soit au bon endroit au bon moment. Et puis, il y a ce travail aussi de préparation et de synchronisation avec Mère Nature, parce qu'il suffit pas qu'il fasse beau, il suffit pas qu'il y ait la neige fraîche, il nous faut aussi des nuages pour avoir cette magie. Et donc, si tu veux, je passe un temps fou à préparer les clichés sur Google Earth, à repérer des angles, à repérer des trucs, à voir l'évolution de la lumière. Et puis, donc, on liste tous ces points-là. Puis après, quand les conditions sont là, on y va. Et on essaye de voir ce que ça donne. Et puis, j'adore ce moment de complicité. On est tout seul dans ce petit avion, au milieu des nuages, avoir des couleurs fantastiques, des paysages qui se dévoilent et des scènes qui sont uniques, qui se reproduiront pas, quoi. Et je pense que dans l'évolution, en tout cas, de mon métier de photographe, je vais proposer des tirages en édition limitée de clichés de montagne.
ce que je n'ai pas vraiment fait jusqu'à présent. Ça, c'est une évolution qui me plaît beaucoup et j'ai pas encore vraiment communiqué là-dessus parce que justement, j'aime bien aussi le fait que là, je travaille sans contrainte. C'est un projet personnel, mais auquel je crois. Et je vais sans doute faire pas mal de choses. Ça a été aussi très inspiré au niveau technique, c'est que le fait d'avoir des moyens formats en image, une qualité d'image aussi exceptionnelle, le fait de regarder tes photos imprimées en grand, c'est le Nike le plus ultra parce que finalement les photos, on les consomme, on les déguste, elles passent très vite dans nos fils, sur nos téléphones, etc. Et la finalité d'une photo, enfin je trouve pour pouvoir la déguster de la meilleure manière du monde, c'est imprimer en grand. Eh ben, écoute, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Tristan, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était passionnant. Et puis on comprend mieux maintenant qui est derrière ces images absolument incroyables qu'on peut voir de sport outdoor, de sport extrême. Merci vraiment beaucoup.